Bonjour à tous. Bon début de week-end, devrait-on dire. En tout cas, puisque nous sommes vendredi, eh bien, c'est également le début du week-end. La presse qui est disponible en kiosque ce matin vous permettra d'être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression qui parle à nouveau de la pénétrante est de la ville de Douala. Les révélations d'un expert à lire en page 3. Parlant notamment de cet expert, il est impossible que le ministre des Travaux publics n'ait pas été donc au courant de l'attribution de ce marché à cette entreprise chinoise. Edmond Kouyaté avant de verser donc d'autres pièces au dossier qui devrait donc être une pénétrante gate selon bien sûr le journal de Douala. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Le même journal parle aussi de l'acquisition des terres. La Chine réagit. Le porte-parole de l'ambassade de l'Empire du Milieu a donné donc sa version des faits sur les étendues des terres que ce pays exploite au Cameroun. C'est en page 2. Le journal s'intéresse également au peuple autochtone, les langues ancestrales en difficulté. Un chapelet de récrimination est donc égrené au moment où l'on célèbre ce vendredi 9 août 2019 au Cameroun, la journée internationale des populations autochtones. En page 9 du journal La Nouvelle Expression, qui a également d'autres informations que je vous invite à lire. Le Messager pour sa part parle de Maurice Berthold. Paul Biya est un homme du passé. Entretien vérité donc avec l'auteur de Membas sur la démocratie, les secrets d'un complot d'État contre Maurice Kamto. C'est ce qu'on découvre de la page 6 à la page 7 du journal. Le même journal parle également de l'opération Épervier quand la campagne main propre prend la boue. Donc procédure improvisée, choix partisan, des présumés politisation des cibles, non-retour des fonds. L'opération lancée donc en 2006 ne donne pas des gages d'efficacité. C'est à lire en page 4 du journal qui parle aussi de l'affaire Maurice Kamto et compagnie. La compétence du tribunal militaire en appel. Le conseil du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun saisit donc la chambre de contrôle de l'instruction. C'est ce qu'on découvre en page 3 du journal disponible ce matin. Tout comme le journal du Sahel qui parle ici du développement, les chiffres de la pauvreté dans le Grand Nord. C'est ce que dit le journal en page 3. Le même journal parle du champ 2020. La présidence lâche prime Potomac. C'est ce que dit le journal en page 9. Et puis à Meganga, 22 détenus s'évadent de la prison. C'est en page 3. Et puis la fête de la Tabaski. Mouton cherche preneur à Maroua. C'est ce que propose le journal disponible en kiosque ce matin. Et toujours dans un kiosque aussi, on va retrouver le journal Le Soir hebdomadaire qui est disponible et qui parle notamment du pouvoir, RDPC et parti d'opposition, quel impact dans la gestion du promis, c'est ce que propose le journal. On parle de concours d'entrée à la gendarmerie, liste complète des résultats des élèves gendarmes, c'est dans le journal Le Soir hebdomadaire en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir également toutes ces listes aussi et à lire aussi la Nord en mode sensibilisation depuis quelques temps, c'est ce que le journal propose aussi ce matin. Le quotidien Le Jour parle donc de mutinerie à Konengi. Inoni Ephraim, Languedawon et Yamohamed n'ont déposé aucune plainte. C'est ce que propose le journal. Le journal parle également de Pascal Siakam, le retour de l'enfant prodige à lire également pour ce qui est des actions à mener à Douala. C'est dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Et puis Mutation parle donc de concubinage politique, dit Lunette. L'UNES, donc l'une des fiels, selon bien sûr le journal, qui s'intéresse à cette actualité avec notamment ce qu'on observe au sein de l'opposition, comme le parti au pouvoir. C'est la une des mutations disponible en kiosque ce matin. Le journal Info Matin parle du chantier de la Cannes. Ben Modo avoue son incapacité et abandonne finalement. C'est à lire dans le journal. Le Grand Nord en embuscade, selon le journal, parlant de succession de Paul Biya, et c'est à lire dans le quotidien Info Matin. Cameroun Tribune parle donc de lutte contre Boko Haram. 59 milliards de francs CFA pour soutenir les victimes. C'est le dossier proposé par le journal, la page 4 à la page 5, disponible en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi à lire. Le quotidien de l'économie parle donc de transport aérien. Quel potentiel rend Garoua, hop, donc de Kameko? C'est une question, mais avec la réponse que je vous invite à lire dans le même journal. Le quotidien de l'économie disponible en kiosque ce matin. Le Popoli est également disponible. Le journal parle d'opération Épervier. Bemenge prend donc sa retraite à Konengi. C'est ce que propose le journal satirique. Voilà, entre autres faits, en tout cas, que propose la presse, reçue à notre rédaction. Ce dernier jour de la semaine, nous sommes vendredi, je l'ai dit, et donc c'est un début de week-end avec Georges Sémé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Dongo. Permettez-moi de rendre un hommage triste à l'endroit de notre confrère Francis Ekan qui
est malheureusement décédé d'une courte maladie il y a 2 jours. Ce décès, une fois de plus, nous rappelle la triste condition des journalistes et nous espérons que la coulée va s'arrêter et que la terre nos ancêtres lui soit légère. D'accord, c'est un confrère qui est décédé, vous le dites d'ailleurs, père son âme, on le dira. Bonjour, Camille Nélé. Bonjour Fabien Valondongo, bonjour Georges Semet, bonjour téléspectateurs d'Equinox et un bonjour spécial à monsieur Nyandjik Batou, sous-préfet de Bankomo, qui est un véritable mordu de Equinox Télévision. C'est un jeune sous-préfet qui n'a jamais manqué de dire tout le bien qui passe de cette émission. Vous voyez bien que Bankomo, c'est à l'entrée de la donc où on enregistre plus souvent des cas, mais qui sont facilement gérés par l'administrateur civil, comme vous le précisez. Un très jeune sous-préfet d'ailleurs. Voilà. Donc avec vous également, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. Vous aurez l'occasion, vous aussi, à la maison, de pouvoir commenter ces différents sujets. Alors, la nouvelle expression qui revient encore parlant de la pénétrante Est de Douala avec les révélations d'un expert sur le plan économique économique également de cette situation, dont le Cameroun perd beaucoup d'argent depuis que les travaux, ou encore on parle d'embouteillage, de bouchons énormes d'ailleurs de ce côté. Alors, la nouvelle expression a choisi de donner la parole à un expert, Edmond Kuaté, pour parler de cette pénétrante Est qui a fait jaser pendant plusieurs jours. Et lui, il a choisi un mot très très actuel pour parler de pénétrante gate, en rapport avec certainement le drame social que vivent les populations, les usagers de cette voie, drame social qui est perceptible par les longues files d'embouteillage que l'on observe, que ce soit à la sortie ou à l'entrée de cette pénétrante. Mais il y a également un drame économique, puisque vous savez que cette pénétrante reçoit un flux important des camions qui viennent des pays de l'Interland, c'est-à-dire ces pays d'Afrique centrale qui n'ont pas de façade maritime. Je parle en l'occurrence du Tchad et de la République centrafricaine, dont les camions prennent cet axe qui est finalement un axe économique très important pour le Cameroun, parce que ça fait bénéficier des menus rentrées au trésor public à travers ces services qu'apportent ces pays au port autonome de Douala. Donc je pense que c'est une catastrophe qu'aujourd'hui, pour des raisons de travaux, on assiste à des longues queues d'embouteillage, alors qu'on aurait pu anticiper sur la décision en prenant, pourquoi pas, la juste mesure de faire des voies de contournement, comme cela a été fait après la visite du ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi. Ils ont pris la décision de réhabiliter l'ancienne voie de contournement et de créer une autre. Je crois que cette mesure aurait pu être prise bien avant de commencer même ce chantier. Et je crois que l'analyse qui a été faite par l'expert Edmond Kuaté est tout à fait fondée, tout simplement parce qu'il s'agit bien évidemment d'un drame social et d'une catastrophe économique pour le Cameroun. Alors, l'expert parle beaucoup plus du volet économique de la chose, pour dire qu'il y a quand même que le Cameroun perd beaucoup d'argent en ce moment. Le Cameroun perd beaucoup d'argent, mais les gens perdent aussi beaucoup de temps. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder l'argent, les gens perdent énormément d'argent. Douala Yaoundé maintenant se fait en 7 heures, 8 heures. Ça veut dire que vous quittez Douala, vous prenez le bus et la personne qui a pris l'avion au même moment arrive à Paris, alors que vous êtes encore en Bankomo. Non, c'est tout de même assez désagréable. Et c'est pour ça que les révélations et les constats de l'expert Kuaté sont d'une pertinence absolue. Vous savez, tout a été dit depuis que, effectivement, cette entrée, cette pénétrante Est cause des désagréments aussi bien aux populations qu'aux opérateurs économiques. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que, heureusement, le ministre des Travaux publics a fait un aveu public de sa responsabilité induite dans ce marché. Et maintenant, le préfet du département de Vori a pris ses responsabilités et est en train de tout mettre en œuvre pour que, au moins, les gens puissent avoir un semblant de fluidité dans leur déplacement en passant par cette pénétrante Est qui, il faut l'avouer, est compliquée aujourd'hui parce que justement les travaux ont été entrepris en même temps que les travaux de l'autre axe qui passe de Ndoko-Tignala. Il y a ça, c'est ça qui fait que on se retrouve, cette zone se retrouve dans une sorte de goulot qui est difficile à déboucher. Donc tout a été dit.
beaucoup d'autres choses seront certainement dites. Mais je veux dire que cette situation devrait donner de la graine à tous ceux qui sont engagés dans les chantiers d'infrastructures dans notre pays. Voilà. Donc on va lire l'article en page 3 du journal La Nouvelle Expression parlant de la pénétrante Est de Douala. Les révélations d'un expert à lire dans le journal ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, parle d'opération Épervier. Quand la campagne main propre prend la boue. Voilà, c'est un style utilisé par Le Messager. C'est un très beau titre, un titre très évocateur, parce qu'en réalité, beaucoup d'observateurs et beaucoup de spécialistes des enquêtes, surtout ceux qui prennent la peine d'assister au procès, ont eu le temps de constater, et depuis le déclenchement de cette fameuse opération Épervier, ils ont pu constater toutes les dérives et toutes les approximations et toute la fébrilité et parfois même tout le caractère absolument criminel de l'exploitation de la plupart des dossiers. Parce qu'il y a des centaines de hauts responsables qui ont été pris, qui sont en prison aujourd'hui, mais en réalité, on nous parle de détournement qui se chiffre en plusieurs milliers de milliards, mais maintenant, quid des sommes détournées, on les condamne à de lourdes peines d'emprisonnement, à des peines à vie, à des peines de 25, 30, 40 ans, mais on ne voit pas l'argent. Maintenant, quand on va dans le fond pour regarder la manière par laquelle ces personnes sont interpellées et la manière par laquelle les dossiers sont traités, vous imaginez qu'on peut arrêter un responsable pour une présomption de détournement, mais avant que son dossier ne passe au tribunal, il fait 2, 3, 4 ans. Et pourtant, cela démontre que quand on demande pourquoi est-ce que ce dossier prend autant de temps, on dit que non, on est en train de monter le dossier. Ça veut dire qu'on arrête quelqu'un avant que le dossier à charge ne soit monté. Ça, c'est une aberration. C'est incroyable. C'est un dysfonctionnement inacceptable de la justice. Si quelqu'un, au moment où on décide d'arrêter quelqu'un, il faut que les investigateurs aient eu le temps d'amasser le maximum d'éléments en charge, mais pas qu'on l'arrête d'abord, on cherche ensuite. On connaît beaucoup de hautes personnalités qui sont arrêtées et c'est à partir du moment où elles sont à Konengi qu'on commence à collecter les éléments en charge. Conséquence, il va faire 8 mois, 1 an, 2 ans en prison avant que son dossier ne soit traité devant la justice. Ou parfois, on se retrouve dans des situations où ça se termine par un non-lieu ou ça se termine par un acquittement pour fait non établi. On connaît le cas, par exemple, du colonel Itondi Koto, qui avait été arrêté, qui a passé 7 ans en prison, qui avait été condamné même d'abord 15 ans d'emprisonnement ferme, et ensuite, au niveau de la cour d'appel, on a établi que vraiment il n'y avait rien, il n'y avait aucune charge contre lui. Donc, ce dossier, le dossier de l'opération Épervier, on en parle aujourd'hui, on en parlera longtemps, on en parlera davantage d'ici 10 ans, quand le Cameroun aura un peu plus avancé. Mais je vous assure que le côté scandaleux et le côté absolument inapproprié de la gestion, aussi bien procédurale que de la gestion même judiciaire, va constituer une véritable particularité de la justice au Cameroun. Dans le cadre de l'opération Épervier, alors Georges Sémé, vous avez également lu l'article, mais seulement ici, il est question du non-retour des fonds qui fait problème finalement, même si on peut interpeller tout le monde, on jette en prison et après on attend quand même que cet argent soit restitué, mais pas juste ici. Même si on a appris quand même qu'il y a une commission qui avait été créée en son temps pour le rapatriement des fonds, des fonds déposés dans des banques étrangères. Cette magnifique une de nos confrères du Messager est absolument opportune. Elle intervient, comme vous le savez, au lendemain de la mise au mandat de dépôt d'un monsieur qui a passé 18 ans à la tête d'une institution étatique, M. Bemengue, l'ancien directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, qui a été finalement reconnu, il est présumé coupable de faire le détournement de fonds publics. Donc, cette une est une une actuelle. Je fais partie de ceux qui pensent que on aurait pu mettre sur pied un mécanisme de publication annuel du bilan du tribunal criminel spécial. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bilan en termes d'affaires enrôlées, bilan en termes d'affaires jugées et effectivement bilan en termes de fonds rapatriés. Mais malheureusement, le dernier bilan qui a été effectué, je crois, a été celui fait en 2016. Et après, nous n'avons pas beaucoup de résultats sur cette opération qui, je le pense également, comme nos confrères du Messager, va un peu clopin-clopin. Clopin-clopin parce que les faits de détournement de fonds publics sont d'actualité au Cameroun. Et les détourneurs, ou alors les facteurs de faits de détournement sont nombreux. Mais quand on regarde ce bilan qui a été fait en 2016, puisque on ne peut s'en tenir qu'à celui-là, il est maigre. Il est maigre lorsqu'on voit l'ampleur des détournements dans notre pays. Donc, je pense que
il faut non seulement aller vite, il faut également aller de la façon la plus objective possible, parce que à faute égale, ou alors à présumé faute égale, certains sont emprisonnés et d'autres sont laissés en liberté. Et je crois que c'est un point assez négatif de cette opération, et je pense que si nos confrères du Messager ont choisi de mettre la main sur ce problème, c'est tout à fait légitime. Et comme je le disais tout à l'heure, ça tombe au lendemain où il y a des affaires qui sont annoncées au tribunal criminel spécial. Le cas Bemenge a été abondamment traité par la presse, mais une autre presse également a montré d'autres figures qui seraient également. C'est le Messager en tout cas qui a proposé la liste, en tout cas, ceux qui sont également, qui vont suivre la voie. Effectivement, je crois qu'il y a 2 jours de cela, la une d'un journal a également montré 2 personnalités de ce pays qui seraient également dans la ligne de mire de l'opération EPV. Mais je crois qu'on gagnerait, pour avoir plus de lisibilité, de dresser un bilan annuel de cette opération qui intéresse le Camerounais, parce que c'est quand même le bien social et le bien commun qui est dilapidé, et le Camerounais devrait savoir ce qui est fait effectivement de ces fonds. D'accord. Camille Nelly. Oui, c'était pour parler du rapatriement des fonds. Oui, rapatriement des fonds. On se souvient qu'à une certaine époque, il y a eu une véritable campagne de presse tendant à faire croire au grand public camerounais qu'il y a une commission ou un expert qui a été chargé par le ministère de la Justice pour aller non seulement identifier les comptes de tous les détourneurs, mais de les ramener. Et on nous avait même dit que l'argent débloqué pour cet expert était chiffré à 800 millions de francs. La fameuse affaire de Collins. Je ne cite personne. La fameuse de l'expert qui est parti, les 800 millions de francs ont certainement été débloqués, mais elle ne nous a jamais dit exactement quels sont les comptes qui ont été débusqués et quels sont les comptes qui ont été identifiés. Et maintenant... Mais on a quand même donné un chiffre, un montant. On parlait d'une histoire de 2-3 milliards, quelque chose comme ça. 2-3 milliards pour des comptes à travers le monde entier, c'est un peu maigre. Bon, maintenant, c'est bien maigre. Maintenant, quand on regarde aussi l'autre aspect du retour des frais de ces détournements, on sait très bien qu'il y a certains hauts cadres qui ont été reconnus coupables de détournement, qui ont été emprisonnés, dont les procès sont toujours en train de courir, mais leurs immeubles, leurs hôtels particuliers, leurs plantations continuent toujours à fonctionner normalement sans aucun problème. Il y a même des ministres en fonction aujourd'hui dont on connaît les faramineux investissements sur le plan hôtelier, sur le plan touristique, sur le plan même agroalimentaire, mais personne ne se demande encore comment est-ce qu'un ministre, combien gagne ce ministre pour pouvoir avoir un hôtel d'une telle envergure. Donc, en fait, il vous dira certainement qu'il travaille depuis des années. Travaille depuis des années et avoir un hôtel qui est dans la construction a coûté plusieurs centaines de millions de francs. Bon, de toutes les manières, on verra ça, mais toujours est-il que, comme l'a dit Georges Sémé, il y a aussi l'autre fait qu'il y a certains responsables connus et dont les frasques sont connues, mais qui ne sont pas poursuivis. On se souvient par exemple de cette affaire du scandale des MA60, de ces avions surfacturés, dont les chiffres ont été balancés dans les journaux, le détournement a été établi, mais on n'a jamais inquiété ce ministre des Transports qui est tranquillement dans son village, alors qu'on s'attendait effectivement à ce qu'il rende compte. Donc il y a plein d'affaires comme celle-là. Certains sont poursuivis, d'autres pas. Donc c'est pour cela que le Messager a fait un clin d'œil particulier effectivement sur cette opération Épervier qui, selon lui, prend de la boue. Monsieur Nongo, il y a un autre aspect à évoquer sur l'opération Épervier, parce que je crois que c'est assez fondamental et nous l'avons décrié autant que possible. C'est la signature du décret d'application de l'article 66 qui veut que tout responsable supérieur d'État, voilà, avant de prendre fonction, déclare d'abord ses biens. Et ce décret est attendu depuis des années. Et je pense que si on avait le décret d'application signé, on avait l'organe qui allait recevoir la déclaration des biens, l'appétit de ces responsables supérieurs d'État qui tremblent la main dans les caisses de l'État devait diminuer. Mais malheureusement, ce décret est toujours attendu et tous ceux qui ont les moyens de gérer les fonds publics se livrent allègrement à ces scandales assez ouverts que nous observons aujourd'hui. Très bien. Alors, donc, le Messager parle de l'opération Épervier ce matin, quand la campagne main propre prend la boue, pour dire également à la suite du quotidien Le Messager, avec des noms qui sont cités, Inoni Ephraim, Olangenawa Naïa Mohamed, qui n'ont pas déposé de plainte, comme la presse a initialement annoncé en début de semaine, parlant de la mutinerie de Konagui.
Oui, on n'en a pas fini avec ce sujet. Maintenant, on est dans les prétoires. Il y a effectivement une plainte qui a été déposée au tribunal à la suite de cette mutinerie à la prison centrale de Kondengui. Mais vous savez que dans un procès pénal, une partie a le droit de réclamer réparation lorsqu'il estime qu'il a subi des préjudices. Et c'est ce qu'on appelle se constituer partie civile. Et il y a des informations qui ont circulé disant que Inoni Ephraim Olangena et Iya Mohamed se sont effectivement dans ce procès pénal constitué partie civile et malheureusement il n'en est rien s'il faut en croire leurs avocats. Il y a des avocats. Voilà, le procès pénal lui se poursuit, mais la constitution de partie civile n'en est pas une, logiquement, s'il faut se tenir au propos des avocats des personnes citées. Camille. Mais si cette personnalité avait porté plainte, on se serait retrouvé dans la situation cocasse d'un prisonnier qui porte plainte à un autre prisonnier et tous les deux se retrouvent de nouveau devant la barre. Non, aujourd'hui, il faut dire que les réseaux sociaux ont joué un très mauvais rôle dans l'exploitation assez hypertrophiée de la mutinerie de Yaoundé, surtout au niveau des dégâts collatéraux qui ont été commis. C'est vrai que ces responsables ont été effectivement molestés, ils ont subi des violences extraordinaires, on leur a même arraché des biens, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ils donnent, ils font le point sur ces informations qui ont circulé sur sur une prétendue sur les prétendues poursuites qu'ils auraient engagées contre d'autres prisonniers. Donc, je pense que le débat est clos à ce niveau-là et les gens devraient davantage comprendre qu'il ne faut pas toujours sauter à pieds joints dans les informations balancées dans les réseaux sociaux. Très bien. Alors, donc, le sujet continue dans le quotidien Le Jour. Ce matin, parlant notamment de ces Inoni Ephraim, Olangena et Iya Mohamed qui n'ont pas déposé de plainte, selon les avocats qui ont fait une sortie pour démentir. À lire aussi dans la presse, ce matin, le quotidien de Info Matin qui parle du chantier de la Cannes, des chantiers de la Cannes. Ben Modo avoue son incapacité et abandonne. Et il y a l'aide du Sahel qui parle également du CHAN 2020. La présidence lâche Prime Potomac. Ok, peut-être on va commencer avec les titres d'Info Matin où Ben Mondo, qui est le directeur général de Prime Potomac, à qui a été confié d'importants chantiers dans le cadre de l'organisation de la Cannes du côté de Garoua. Nos confrères d'Info Matin disent qu'il abandonne et il jette l'éponge. Je crois que c'est une affaire que la presse a abondamment traitée déjà il y a un an, lorsque les premières grèves ont commencé dans les chantiers qui ont été confiés à Prime Potomac. Et une certaine presse, bien évidemment, a attiré l'attention de ce que le mode de passation de ce marché était vicié, mais que également l'entreprise Prime Potomac n'avait pas tous les instruments techniques et financiers pour exécuter les importants chantiers qui lui ont été confiés. Et cette presse aujourd'hui peut applaudir des deux bras parce que, bien évidemment, on voit que là-bas, les chantiers n'avancent pas et que tout est à l'arrêt. Et ça met en exergue un problème de gouvernance dans notre pays. Parce que je pense que pour attribuer un important chantier à cette entreprise, il y a des règles rigoureuses de passation des marchés publics. Est-ce qu'elles ont été respectées? Je ne pense pas avec le cas de Prime Potomac. Est-ce qu'il y a la mission de contrôle, un peu comme le cas de la pénétrante, est-ce qu'on a accusé la mission de contrôle d'avoir pas sonné l'alerte, pour reprendre les mots du ministre Nganou Djouma aussi? Est-ce que la mission de contrôle des chantiers qui ont été confiés à Prime Potomac a joué son rôle? On est encore à s'interroger. Il s'agit de l'argent des Camerounais et on est malheureusement en train de constater aujourd'hui que ces chantiers n'avancent pas. Heureusement qu'il y a eu, comme le disent certains, un glissement qui aurait donné un certain temps à cette entreprise de rattraper le temps perdu et pourquoi pas de bénéficier des fonds qui lui permettraient d'avancer dans le chantier. Je me souviens d'un communiqué qui avait été rendu public il y a quelques mois par M. Ben Mondo où il attribuait plutôt la faute de ces malheurs à l'État qui n'aurait pas versé à temps opportun tous les décomptes que cet État devrait déverser. Mais je pense quand même qu'on peut dire que la presse a fait son travail en tirant la sonnette d'alarme sur les capacités techniques et financières de l'entreprise à exécuter ces chantiers. Et aujourd'hui, c'est cette presse qui finalement a raison face à ce que l'on observe du côté de Garoua. Alors, donc, si le du Sahel parle du CHAN 2020, avec la présidence qui lâche Prime Potomac, et là, on voit bien dans Info Matin que Ben Modo avoue son incapacité et abandonne finalement. Il abandonne tout. La présidence lâchée, je ne pense pas que la présidence ait lâché complètement Ben Modo. La preuve, il a encore quelques marchés. On ne lui a pas retiré, tous les marchés ne lui ont pas été retirés, mais il faut dire que avec l'arrivée du directeur des compétitions de la CAF qui est arrivé et
qui, devant le spectacle des travaux inachevés du côté de Garoua, a tout simplement marqué son scepticisme et a démontré qu'il est absolument dubitatif sur la clôture de ces travaux. Or, Ben Modo lui-même, il dit dans une interview que non, c'est vrai que la présidence lui a retiré un certain nombre de marchés, mais il en a encore d'autres, mais que, en fait, c'est pas de sa faute. Et puis lui, il se dit même estomaqué par le fait que toute la presse locale n'est parlé que de lui, alors qu'il y a 51 entreprises qui avaient été mises à contribution pour la construction des stades. Mais on ne parle que de Ben Modo. Non, on parle de Ben Modo parce que là, lui tout seul, il avait reçu un marché de plus de 26 milliards. 26 milliards. Alors, quand on a reçu une somme pareille et qu'on n'a pas pu exécuter le travail, que jusqu'à présent, 6 mois après la fin même de la compétition, on n'est toujours pas respecté les délais, on peut se poser des questions. Mais aujourd'hui, le cas Ben Modo est un cas bien spécifique dans la mesure où la presse avait bien hurlé. Je dis hurler de façon stridente sur les conditions absolument tirées par les cheveux par lesquelles Ben Modo avait obtenu ces marchés à travers des passations de marchés de gré à gré qui sont inacceptables dans une situation comme celle-là. Alors aujourd'hui, qu'il avoue publiquement son incapacité à terminer les chantiers démontre tout simplement qu'effectivement ces chantiers de la CAN avaient été abordés franchement par-dessus la jambe. Et le cas Ben Modo n'est pas le seul. On verra bien. Et le Cameroun a de plus en plus de chances de pouvoir être dessaisi de la CHAN et du CHAN et peut-être même de la CAN 2021. Donc nous sommes sur une sorte de pente raide. Les observateurs de la CAN continuent à observer et à constater que les chantiers n'avancent pas et ce n'est pas bon ni pour l'image du Cameroun, effectivement, ni pour ce grand public camerounais qui va se voir privé de 3 compétitions en l'espace de 2 ans. Alors, des informations que vous aurez à lire dans la presse ce matin, parlant notamment de l'œil du Sahel qui parle du CHAN 2020, la présidence qui lâche Prime Potomac et également le journal qui revient aussi Info Matin pour parler de ces mêmes CHAN, des chantiers de la CAN. Ben Modo avoue son incapacité et abandonne. C'est en page 3 du journal Info Matin de ce jour. Le journal parle de l'œil du Sahel, j'y reviens, il s'intéresse à la fête de la Tabaski 2019. Mouton cherche preneur à Maroua, c'est ce que le journal dit, tout comme la nouvelle expression parle de religion. À 48 heures de la Tabaski, la communauté musulmane du Cameroun célèbre justement dimanche 11 août 2019 la fête de l'Aïd El-Kébir. L'Aïd El-Kébir. Voilà. On dit Aïd El-Kébir. Aïd El-Kébir. Bon, mais oui, l'œil du Sahel a bien fait de commencer par Maroua, parce que c'est d'abord sa zone de prédilection. Et cela nous donne aussi l'occasion de souhaiter une agréable fête du sacrifice à monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord. Monsieur Mdjiawa Bakari, qui certainement va manger ce qui aurait bien aimé que les reporters d'Equinox viennent manger le mouton à son domicile, parce qu'il suit la revue des grandes unes avec passion chaque matin. Mais comme le titre l'œil du Sahel, effectivement, à cause de la situation particulièrement tendue ces derniers temps, il y a des moutons mais il n'y a pas d'argent. Et le mouton coûte cher, alors que vous savez très bien que en pareille période, chaque année, les moutons s'arrachent. Mais du côté de Maroua, à cause de la paupérisation, à cause des difficultés financières, à cause de toutes sortes de problèmes, et ben, à 2 jours de la fête du mouton, il y en a encore qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter un mouton. Et c'est ça le focus de l'article de l'œil du Sahel ce matin. Et la nouvelle expression qui rappelle quand même que c'est un dimanche que cette fête aura lieu. Oui, un dimanche qui est un jour généralement chrétien, mais c'est un dimanche que tombe la fête de la Tabaski. On va quand même la célébrer. Et sur la conjoncture avec l'écoulement du mouton, je crois que c'est un phénomène qui est sous-jacent de la grande conjoncture économique qui sévit aujourd'hui au Cameroun. Il n'y a pas de clients parce que tout simplement, il n'y a pas d'argent. Mais ils ont trouvé la panacée que
selon laquelle pour acheter un mouton, on se regroupe en plusieurs personnes et on achète le mouton, après on le divise. Et j'espère que du côté de l'extrême nord, on sera invité par l'une des familles de l'extrême nord pour manger ce délicieux mouton. Et je sais que le gouverneur de la région de l'extrême nord va nous trouver un joli mouton. On sera certainement ses convives. Mais le problème de l'achat du mouton, je crois que c'est plus lié à la conjoncture actuelle qui ne permet pas à certaines personnes modestes de ne pas s'acheter un mouton qui est de plus en plus cher. D'accord, le mouton cherche preneur à Maroua. C'est ce que dit le journal L'Œil du Sahel ce matin, et avec la nouvelle expression qui rappelle quand même que c'est un dimanche que cette fête est célébrée. Et nous sommes à 48 heures en tout cas de ce grand rendez-vous. Mais Flavien, il y a justement, à cause de la célébration de cette fête de dimanche, il y a encore des gens jusqu'à présent qui se posent la question si la journée de lundi sera fériée. On attend le décret du chef de l'État. Voilà. Les Camerounais aiment bien les fériés de toute façon, mais je ne pense pas. De toute façon, on aura l'occasion de lire également ce que la presse propose par rapport à la cherté, ou tout au moins à ces moutons qui cherchent preneurs. Et pour ceux qui ont un peu de moyens, vont certainement aider d'autres aussi. La presse parle également, puisqu'on reste avec l'Œil du Sahel, pour les chiffres de la pauvreté dans le Grand Nord. C'est difficile pour ces populations qui manquent d'eau potable, qui manquent de routes, qui manquent d'écoles et qui manquent également de centres de formation appropriés. C'est une véritable catastrophe sociale que vivent nos compatriotes du Grand Nord. En plus de la sécheresse, en plus de Boko Haram, il y a également ce phénomène de pauvreté. Vous savez que selon les normes internationales, celui qui vit avec moins d'$1 par jour est en dessous du seuil de pauvreté. Donc je pense que c'est extrêmement grave. La pauvreté ne se calcule pas seulement sur la capacité à s'alimenter, mais il y a également le logement, l'éducation et beaucoup d'autres paramètres qui entrent dans le calcul de l'indice de pauvreté. Et malheureusement, dans le Grand Nord, beaucoup de familles tombent sous le coup de cet indice. Et je pense que il faut prendre des mesures quand même pour l'accroissement des infrastructures de base d'abord. Et il faut prendre des mesures urgentes également pour les familles dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, mais aussi, pourquoi pas, dans le développement des infrastructures qui leur permettront d'avoir accès aux services publics. Oui. Alors, Camille, il y a le journal Cameroun Tribune qui parle de la lutte contre Boko Haram, puisqu'on reste dans le septentrion, pour dire qu'il y a 59 milliards de francs CFA pour soutenir les victimes. Oui, on aimerait bien voir comment ces victimes seront soutenues. C'est vrai que le projet, la nouvelle est excellente. C'est vrai que autant d'argent collecté par des pays qui sont situés autour du lac Tchad, du lac Tchad, aussi bien le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Mali. Bon, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais seulement c'est la mise en application la distribution de cette manne. Comment est-ce qu'elle va faire? Comment va-t-on évaluer les principales victimes? Comment va-t-on les retrouver? Il y en a beaucoup qui ont eu le temps de quitter les villages. Il y en a beaucoup qui ont eu le temps il y a certaines familles qui ont été pratiquement exterminées et dont les enfants ne pourront pas revendiquer l'état de victime de leurs parents. Bref, c'est une bonne nouvelle, mais seulement j'ai peur que les 59 milliards vraiment ne soient pas utilisés à bon escient. Utilisés n'atteignent pas les véritables cibles. L'intention est bonne, c'est vrai, mais seulement jusqu'où ira-t-on et que pourra-t-on faire? La question se pose et on attend de voir. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la semaine, la revue des grandes unes, voyez-vous. Les lecteurs vont trouver également l'occasion de faire un tour et être parfum de l'actualité en se procurant ces différents tabloïds. Je vous souhaite déjà de passer un bon week-end de la Tabaski. Bonne fête. On espère avoir un bon mouton sur la table. Voilà. Allez, lundi sans doute, si ce n'est pas décrété férié. Bon, on espère bien parce qu'on travaille beaucoup en semaine. Le mouton cherche preneur, nous cherchons mouton. Voilà. Alors, madame, monsieur, merci. Allez, bon week-end et à très bientôt sur les antennes.